Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Archimag pour Kodak Alaris et Cerda Conseil. Je suis Fabien Carré-Marionnet, journaliste pour Archimag et j'aurai donc le plaisir d'animer ce webinaire dédié à la dématérialisation dans le secteur hospitalier. On va s'intéresser tout particulièrement au cycle de vie des documents tout au long du parcours patient et en particulier au niveau de l'entrée et de la sortie des patients pour comprendre un petit peu quelles sont les complexités qui peuvent exister autour de ces processus et qui encadre notamment tout ce qui concerne la gestion, la captation des données. Et pour traiter ces différents sujets, j'ai le plaisir d'être entouré de deux expertes. Caroline Buscal, tout d'abord. Bonjour Caroline. Bonjour Fabien, bonjour Aline, bonjour à tous. Et Aline Saponara de Kodak Alaris. Bonjour Aline. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Fabien et bonjour Caroline. Je vous laisserai vous présenter dans un court instant. Quelques renseignements juste avant, un petit peu techniques, mais rien de bien majeur. N'hésitez pas à interagir avec nous via le chat pour poser notamment vos questions, auxquelles nos experts répondront bien entendu. Et je vous confirme bien entendu que cette session est enregistrée et le replay vous sera envoyé juste après. Caroline, Aline, je vous propose de vous présenter effectivement et on va peut-être commencer par toi, Caroline, si tu es d'accord. Écoute, merci de me laisser les quelques secondes pour que je puisse me présenter. Donc, je suis Caroline Buscal, je suis consultante experte dans le domaine de la digitalisation, de la gestion électronique de documents et de l'archivage. Et je suis également la directrice de Cerda Conseil, qui est une des 4 activités du groupe Cerda Archimag. Alors, effectivement, le côté Cerda Conseil, qui est une des 4 activités, on est là pour accompagner les structures dans le domaine de la santé, évidemment, notamment, que ce soit des hôpitaux, des GHT, que ce soit des CHU, mais aussi des structures généralistes ou des structures spécialisées, des groupements de cliniques également, et puis aussi des organismes plus sociaux, ou y compris les agences régionales de santé. Notre objectif, c'est d'accompagner de la transformation digitale, mettre au cœur des évolutions dans l'organisation, accompagner les équipes dans ce changement. L'outillage, les choix que vous ferez de manière technologique étant à mettre au service d'une nouvelle organisation. Et c'est là-dessus, effectivement, que nous, on travaille, que ce soit en termes de convergence, en termes de GED, que ce soit de signature électronique, d'automatisation de tâches, d'intelligence artificielle aussi, aujourd'hui, notamment sur les volets d'automatisation, mais pas seulement. Et tout ça, effectivement, pour permettre de fluidifier, et on en reparlera tout au long de cette heure avec vous, de fluidifier les échanges documentaires et la circulation des données. Voilà, 2 mots peut-être sur le groupe Cerda Archimag. Nous avons 40 ans, nous l'avons fêté l'année dernière, voilà. Notre métier, il est centré sur la gestion de l'information. Vous nous connaissez à travers évidemment la marque Archimag et les publications, les opérations telles que celle de ce matin, mais également effectivement l'activité de formation, puisque Cerda est aussi une structure de formation avec Cerda Compétences. Voilà. Et tout ça centré autour du digital, de la sobriété numérique, qui est on va dire, un de des éléments sur lesquels nous structurons nos démarches, et puis centré sur l'humain, ce qui est quand même fondamental. Dès que l'on raisonne déploiement de solutions, on a parfois tendance à laisser de côté la transformation métier et la transformation pour les personnes que cela va effectivement concerner, et donc c'est important effectivement de les associer. J'ai l'impression sur le chat qu'il y a des soucis de son. Oui, effectivement, j'enverrai un message dans le chat puisque du coup, ils ne nous entendent pas. Mais je pense que ça ne concerne que quelques participants. Oui, parce que d'autres disent que ça fonctionne très bien. Voilà. Bon, parfait. Je règle le problème technique. Aline, si tu veux dire quelques mots sur Kodak Alaris aussi, bien entendu. Oui, bien sûr. Donc, Aline Saponara. Donc, moi, je suis Sales Manager France chez Kodak Alaris, expert en solutions de capture de documents et de données. Je suis chez Kodak Alaris maintenant depuis de 17 ans et j'ai quasiment fait toute ma carrière sur les sujets autour du document et de la donnée. Et pour présenter, sans forcément rentrer trop dans le détail, Kodak Alaris, alors j'ai pas la main sur la présentation
c'est toi, Fabien, qui l'a. Voilà. Tu peux passer à la slide d'après pour présenter rapidement Kodak Alaris. L'entité en elle-même a été fondée en 2013 de la scission de plusieurs divisions de Eastman Kodak. On est présent un petit peu partout dans le monde et ça a beaucoup d'avantages en termes de support et de connaissances métiers. On produit bien évidemment nos périphériques dont je vais longuement parler tout au long de la présentation et nos solutions de capture. Si on passe à la slide suivante, sans rentrer dans le détail de ce qu'on fait, hein, je ne veux pas évoquer toutes les années bien sûr, mais si l'entité Kodak Alaris existe depuis 2013, en revanche, ces produits et ces solutions existent depuis bien plus longtemps, hein, puisque le premier scanner de production au volume a été imaginé, conçu, fabriqué en 90 et au fur et à mesure du temps, on a fait évoluer en fonction des besoins de nos clients, à la fois les périphériques, mais pas seulement. Hein, on est parti du très haut volume à l'entrée de gamme avec des possibilités de solutions de pilotage, mais également d'extraction de contenu sur le document qui permettent de mieux orienter, mieux diriger, mieux exploiter la donnée qui est ce qui est le plus important pour vous. On travaille en collaboration avec CERDA, bien sûr, mais sur les sujets de la santé, mais pas que, hein, sur des sujets privés également. Et on travaille avec, à la fois dans le secteur santé, les hôpitaux publics et effectivement les cliniques pour les accompagner sur toute l'entrée des documents et des données dans les établissements. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur vous. Pour entrer tranquillement dans le sujet qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, déjà, je vais partager un petit sondage auprès de nos participants qui pourront donc y participer. Hop. Voilà. Et surtout, je voulais vous interroger, Caroline et Aline, sur ce que vous observez sur le terrain. Quelles sont vos observations concernant le parcours des patients dans les hôpitaux? Quelles sont vos expériences aussi en la matière? Parce qu'après tout, nous sommes tous concernés en tant que particuliers. Et puis, quels sont les écueils auxquels les professionnels du secteur hospitalier doivent se confronter? Peut-être Aline, pour commencer? Alors, moi, je voulais partager avec vous, parce qu'on a des retours, bien évidemment, à la fois des établissements de santé et on a des retours plus personnels en tant que patient. Moi, je voulais partager une expérience personnelle qui illustrera et fera la transition, je dirais, avec très certainement les sujets suivants. Je vais essayer d'aller vite, Caroline, pour te laisser intervenir, mais je vais partager une expérience que j'ai vécue, moi, personnellement, en tant que patient. Lorsque je suis allée dans un centre hospitalier sans rendez-vous. Et cette expérience-là, globalement, a duré à peu près une grosse demi-journée. Je donne l'indication simplement pour indiquer que je n'ai pas été hospitalisée. Je suis allée pour une consultation sans rendez-vous dans un service d'un établissement. Parce que je n'avais pas de rendez-vous, je suis venue très très tôt, à 7h du matin, et j'ai eu la surprise, parce que c'était une surprise pour moi, puisque je ne vais pas régulièrement dans les établissements de santé, d'être accueillie non pas par le secrétariat, mais par un vigile. Qui était dont le rôle était d'empêcher les gens de rentrer dans le service, particulièrement ceux qui n'avaient pas de rendez-vous. Et il les empêchait de rentrer, non pas pour les empêcher, mais simplement parce qu'il y avait une évaluation du nombre de personnels soignants en capacité d'accueillir les gens qui venaient sans rendez-vous. Voilà. Il fallait gérer à la fois ceux qui avaient des rendez-vous et ceux qui n'en avaient pas. Et ce vigile, dans un premier temps, qui m'a accueilli, m'a donné une feuille A4 toute simple pour indiquer mon nom, mon prénom et mon ordre d'arrivée qui était consécutif à d'autres noms inscrits manuellement sur un document A4. Et j'ai patienté tranquillement. Il m'a expliqué que je n'étais pas sûre de voir un médecin, ce qui était somme toute assez normal puisque je n'avais pas de rendez-vous et qu'on attendait de voir quel était le nombre de médecins en capacité de recevoir les gens sans rendez-vous pour savoir si j'allais rentrer ou pas.
J'ai été chanceuse parce que j'ai fait partie des patients qui sont rentrés. J'étais la dernière d'ailleurs, j'étais la 13e, j'étais la dernière et je suis rentrée dans le service. Et une fois que moi, qui étais le dernier patient, je suis rentrée, le vigile a fermé et cadenassé une grille empêchant toute autre personne de rentrer dans le service. Enfin, en tout cas, toute autre personne sans rendez-vous. Alors, j'étais à côté d'une dame d'un certain âge qui était un peu anxieuse à l'idée d'être enfermée dans un service. Bon, on était au meilleur endroit pour traiter à la fois une anxiété et une quelconque maladie, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup surpris. J'ai attendu un certain temps, à peu près 2h30, avant de rencontrer… alors, je n'ai pas su, pour être honnête, parce que j'étais concentrée sur moi, si c'était un interne ou un infirmier. En tout cas, j'ai rencontré une personne qui était censée m'indiquer, en fonction de ma pathologie, si j'allais si mon cas valait le coup de rencontrer un médecin ou pas. Voilà. Cette personne a été, je suis restée à peu près 10 minutes, un quart d'heure, même pas 10 minutes. Cette personne a été dérangée pendant ce laps de temps 7 fois pour différents sujets. Une imprimante qui ne fonctionnait pas et visiblement, il était le plus à même de la réparer. Un agenda, des feuilles d'agenda qui n'avaient pas été distribuées. Enfin, 7 fois pendant 10 minutes, ce qui rendait pour lui la tâche assez inconfortable de déterminer si j'allais rencontrer un médecin ou pas. Finalement, oui, je rencontre un médecin et il me donne comme indication d'aller au secrétariat avec un petit bout de papier carré qui ressemblait à un post-it sur lequel il y avait un nombre qui correspondait au chiffre 13, porte-bonheur très certainement, puisque je suis rentrée, et que je devais conserver tout au long de mon parcours et confier au secrétariat. Je me suis rendue au secrétariat qui avait la lourde tâche de gérer à la fois les entrées des personnes, des patients qui avaient un rendez-vous et ceux qui n'en avaient pas, voilà, mais qui allaient rencontrer un médecin. Donc, jongler entre une personne telle que moi qui venait s'identifier et des gens qui venaient sans cesse pour dire j'ai rendez-vous, ou des gens qui n'en avaient pas mais qui ne rentraient pas de l'autre côté, pareil. La première chose qu'on m'a demandé, c'est mon identifiant, que je ne connaissais pas, parce que je viens rarement à l'hôpital, et on a mis du temps avant de le retrouver, parce qu'effectivement, je suis venue quand même à la PHP, mais mon identifiant n'a pas été retrouvé, très certainement parce qu'à l'époque, il n'était pas électronique. J'ai fourni l'ensemble de mes documents de manière à constituer mon dossier, et la personne que j'avais en face de moi, en fait, s'est absentée pour aller faire des copies des documents que je lui avais laissés. Et elle est revenue à peu près 5 grosses minutes après que je les lui ai confiés. J'ai eu la chance de voir un médecin qui m'a parfaitement soignée, comme souvent à l'hôpital quand même. Et à la fin des soins, le médecin me dit vous devez, avec la feuille d'étiquette code barre qui avait été éditée par le secrétariat, vous rendre au service facturation pour procéder à la facturation de l'acte du matin. Je suis allée à la facturation qui était à l'autre bout du service, à la sortie, et là, il y avait énormément de monde, comme souvent dans les hôpitaux, et le temps d'attente déterminé était d'environ 1h30, 2h pour établir la facture. Je l'ai su, non pas parce que je l'ai deviné, mais parce que deux jeunes personnes sont venues à ma rencontre pour m'indiquer que j'allais attendre ce temps-là. Donc, j'avais soit le choix d'attendre pour confier mes documents et procéder à la facturation, soit je leur confiais à nouveau mes documents, ils allaient les refotocopier et mon dossier serait traité après. J'ai choisi bien évidemment la seconde solution. Et donc, mes documents ont été photocopiés. J'ai effectué cette visite il y a plus d'1 an et je n'ai jamais reçu la facture des soins prodigués ce matin-là. Donc, ça ne veut pas dire que j'avais forcément quelque chose à régler, mais ni un reste à charge, ni une facture indiquant les soins qui m'ont été prodigués et finalement quelle était sa prise en charge. Voilà, ça c'est
pour situer, je pense, un bon exemple qui va illustrer un petit peu, j'y reviendrai souvent, le propos que l'on aura tout au long du webinaire. Donc, c'est à la fois un retour patient, bien évidemment, parce que c'est mon histoire, mais j'ai senti beaucoup d'anxiété chez le personnel secrétaire en entrée et également en sortie, puisque le monde faisant, l'angoisse du patient qui entre et qui vient se faire soigner et qui n'a pas envie de discuter de ses documents, certains qui ne les ont pas, d'autres qui en ont trop, etc., etc. Voilà, c'est un retour terrain, on va dire. Et je vais m'arrêter là, je vais donner peut-être la parole à Caroline, mais je souhaitais partager cette expérience parce que je pense qu'elle est assez représentative de ce qu'on vit, nous, patients, et ce que vivent les différents secrétariats qui traitent nos documents. Oui, c'est un exemple. Je sais, quand on a préparé ce webinaire et que tu nous as raconté cette histoire, on a effectivement trouvé, on y a vu effectivement un peu tous les écueils actuels du fonctionnement. Alors, on est bien sur le volet administratif du dossier patient, c'est bien l'objectif. On y voit que les parcours administratifs, ils sont fragmentés. Tu l'as raconté par les différents points d'échange que tu as pu avoir. C'est très hétérogène. Voilà. Donc, c'est pas du tout pensé comme une chaîne documentaire complète. C'est vraiment étape par petite étape, avec à chaque fois un mini-process qui a dû être instruit, et en plus, parfois du matériel qui a été choisi à un moment donné pour justement une étape, une action, sans réfléchir à quelque chose de plus complet, d'où parfois des choix qui sont pas toujours heureux. Tu disais avoir été interrompu dans ton échange parce qu'on venait chercher la personne pour lui demander de débloquer ou de débugger ou je sais pas quoi, peut-être un matériel qui n'était pas du tout fait pour la volumétrie qui lui était donnée. Donc voilà, donc ça, c'est parfaitement illustratif de ce que l'on voit. On a aussi l'autre problématique que tu as citée, c'est côté des équipes. Côté du bureau des entrées ou du service des entrées ou de l'admission, quelle que soit la façon dont ils sont qualifiés, tu as souvent une forte pression. Pression parce qu'il y a du monde, il y a des files d'attente, il y a des urgences, ils ont la conscience évidemment du lieu où ils se trouvent et de prendre le mieux possible les patients en charge, tout en étant dans cette situation permanente. C'est pas une pression ponctuelle, on le sait, on nous le dit suffisamment, cette pression elle est permanente. Donc travailler dans ces conditions, on peut aussi imaginer combien c'est déstabilisant et combien ça peut générer de fait un certain nombre d'écueils, notamment des documents incomplets que l'on a récupérés ou insuffisants, mais on n'ose pas trop poser la question au patient qui, lui, n'est pas en état tout à fait de répondre. De la vérification manuelle de documents qui peuvent être faites parfois trop rapidement et sur lequel on ne peut pas nécessairement détecter si le document qu'on a est un document réel ou un faux document. Le problème de la fraude documentaire, c'est un vrai souci. C'est pas que au niveau de l'hôpital et des services d'admission. Il est dans plein d'endroits, dans l'habitat, dans tout ce qui est social, etc. Mais c'est un vrai sujet et on a la chance, et je pense que tu y reviendras, maintenant, dans les systèmes qu'on est capable de mettre en œuvre, d'avoir des outils qui permettent de détecter si le document est faux, a été trafiqué, s'il est bricolé, voilà. Donc tout ça fait partie du quotidien encore, donc des parcours administratifs que je disais très fragmentés, la multiplicité des points de saisie, tu l'as très bien dit à travers l'illustration de ton cas, en admission, bureau des entrées, ponctuellement dans les services de soins, la facturation que tu as évoquée aussi, où on redemande, et alors là, c'est presque une double point de saisie, puisqu'on t'a fait des photocopies de documents que tu as déjà remis, tout en te disant, cela, la copie, sera traitée pour ensuite être intégrée dans ton dossier de facturation. Donc, on est dans... ça devient kafkaïen, cette histoire. Et puis encore de la coexistence avec du papier, du scan, du PDF non structuré, des applications métiers, parce qu'au niveau facturation, vous êtes tous équipés d'applications de gestion, de facturation, sauf que pouvoir y intégrer les données, souvent, ça ne parle pas à d'autres applications, donc il faut ressaisir, il faut rescanner, il faut rattacher de nouveau des documents. Et on est dans un système de traitement, retraitement, multitraitement, ressaisie, multisaisie, avec énormément de temps, d'énergie perdue et de risque, effectivement, de ne pas être en conformité. Donc, on a beaucoup travaillé sur le dossier médical les années précédentes, le côté
médical du patient. On a un peu oublié le volet plus administratif, et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations kafkaïennes, comme celle que tu as pu nous décrire voilà, dans le cadre de ton anecdote. Voilà un peu pour te faire un résumé, Fabien, de la situation sur souvent le terrain, encore aujourd'hui, dans nos hôpitaux, quels qu'ils soient, franciliens, français, voilà, dans nos villes. Merci à toutes les deux. Alors, avant qu'on poursuive, je vous propose quand même de jeter un œil justement aux résultats du sondage que j'ai partagé précédemment. Donc, la dématérialisation est-elle déjà mise en place au niveau des entrées et sorties des patients? On a 30% des participants de ce jour qui indiquent que oui, elle est en cours de mise en place. Ce n'est pas encore tout à fait achevé, donc il peut y avoir des situations hybrides, comme vous l'évoquiez toutes les deux. 26% juste derrière qui disent que c'est une réalité, elle existe et on n'en parle plus, a priori. 22% non, mais c'est en réflexion. Et 22% également qui ne savent pas. Par chance, on a 0% des répondants qui indiquent que la dématérialisation n'est pas en place et que ce n'est pas prévu. Pour vous, est-ce qu'effectivement, c'est révélateur de ce que vous observez sur le terrain quand vous échangez avec les professionnels du secteur ou... Je trouve, parce que tu vois, si on additionne le en cours et c'est en étude, on est à 52%. Donc, une bonne moitié de vous ce matin est encore dans une situation qui n'est pas complètement aboutie, qui n'est pas résolue. Donc, il y a encore des questions, quelles qu'elles soient. Donc, oui, on est, encore une fois, on a beaucoup travaillé, je dis on de manière collective, sur le parcours médical du patient, où on a cherché à fluidifier, à simplifier, à automatiser, à faciliter l'exploitation des documents et tout ça dans un cadre de conformité. On a un peu laissé de côté l'aspect administratif pour plein de raisons qui sont tout à fait louables et honorables, mais qui fait qu'aujourd'hui, on perd de l'argent. Pour faire très court dans l'anecdote d'Aline, a priori, le passage d'Aline n'a jamais été facturé, y compris aux instances sociales qui auraient pu prendre en charge. Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est ce que je voulais souligner à la fin de ton intervention tout à l'heure, c'est que du point de vue administratif, en dehors de la collecte de l'ensemble des documents qui vont pouvoir permettre l'identification à la fois du patient, des soins exécutés, il y a l'acte de facturation qui est une normalité dans un établissement de santé et qui permet justement de prendre en compte les soins d'une part et de faire en sorte que les établissements de santé soient toujours en capacité de donner ces soins. Donc, le volet administratif, comme l'a dit Caroline, on l'a mis un petit peu de côté pour se concentrer sur le patient parce que c'était ça, le sujet, le patient, comment donner la possibilité au personnel soignant d'exercer leur métier dans des bonnes conditions, mais l'hôpital, l'établissement doit lui, pour pouvoir donner cette possibilité-là, être en capacité de facturer l'ensemble des soins. Donc, cette séquence de petites étapes, on s'aperçoit que finalement, c'est assez simple ce serait assez simple de passer à l'étape d'après qui permettrait d'éviter un certain nombre d'écueils. Vous l'avez dit, il y a effectivement quasiment 56% des établissements qui sont soit équipés, soit en cours d'équipement. J'allais dire, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que mettre en place un pansement sur une jambe de bois, excusez-moi l'expression, n'est pas toujours suffisant. Équiper les services d'accueil ou de facturation uniquement de périphériques sans faire de lien avec les différentes applications et surtout le parcours qui permet d'aller jusqu'au bout du traitement administratif, c'est très important. Et on voit que le périphérique, c'est une chose. Vous êtes équipé de multifonctions, parfois de scanners de production. C'est important parce que c'est ce qui permet de faire rentrer les documents. Caroline l'a indiqué malgré tout. Il y a un certain nombre de vérifications qu'il faut faire. La première, et les établissements le font assez bien, c'est identifier le patient s'il est déjà venu dans l'établissement pour le relier à un dossier patient ou créer un identifiant, mais c'est aussi s'assurer que toutes les pièces qui vont constituer le dossier sont bien présentes, sont les bonnes pièces
Ça, c'est très, très important. Et vont suivre tout ce parcours jusqu'à le final, qui est effectivement la facturation. Et on ne devrait pas avoir normalement d'interruption. Tout ça devrait normalement communiquer très simplement. Donc, l'étape de faire rentrer les bons documents dans l'établissement, c'est une étape très importante, mais il faut que ça ne soit pas qu'un périphérique. Dans mon cas, par exemple, c'était un appareil multifonction qui était dans une salle et qui était utilisé par plusieurs secrétaires. J'allais dire que normalement, une secrétaire, vu la charge de travail qu'elle a, elle devrait presque pas avoir à se déplacer dans une arrière-salle pour numériser ces documents-là, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent, qui râlent. Elle râle également. Donc, voilà, cette étape d'entrée des documents est primordiale. Ouais, je pense que c'est là qu'il faut mettre le point majeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a urgence à structurer une chaîne documentaire cohérente. Ça, tu l'as très bien évoqué. Et c'est dès l'entrée. C'est-à-dire que c'est à ce stade-là. Si c'est pas structuré à ce stade-là, ça ne sera jamais. On ne structure pas après. C'est pas la facturation qu'on récupère. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, de fait. Mais ça, c'est vraiment le plus mauvais endroit, entre guillemets, pour le faire. C'est vraiment en amont qu'il faut le penser. Et souvent, le bureau des admissions, le bureau des entrées doit devenir un peu le point d'orchestration documentaire. C'est là que tout commence. Voire par préadmission, quand vous êtes sur des établissements qui sont dotés de portails. Alors, ce n'est pas le cas de ton anecdote, parce que toi, tu es arrivé, voilà, tu n'avais pas prévu de rendez-vous, mais il y a dans souvent 60-65% des cas, les venues à l'hôpital sont programmées, que ce soit en consultation ou en hospitalisation. Et donc, c'est au stade d'une préadmission ou d'une pré-rendez-vous que devraient pouvoir être déposés en amont les documents nécessaires pour que le jour J, à l'heure H de l'arrivée du patient, un certain nombre d'éléments de vérification, de contrôle, de pointage ait pu déjà être fait, quitte à être dans un dialogue de complément ou de vérification ponctuelle, mais de limiter ce temps-là pour donner la place au pourquoi de la venue, c'est-à-dire des soins et pas un diagnostic des soins et pas ta carte vitale, ta carte mutuelle, elle a été mal photocopiée, etc. etc. Donc c'est là où effectivement ce bureau qui a un peu été souvent écarté dans beaucoup de réorganisations doit devenir au cœur du process. Justement, vous avez évoqué toutes les deux un petit peu des moyens pour remédier aux différentes problématiques qu'on a identifiées précédemment. Quelles solutions, très concrètement, il faudrait mettre en place pour optimiser le parcours patient? Caroline, peut-être pour continuer. La récupération automatique de documents avec du scan intelligent, je laisserai Aline expliquer ce que vient faire le mot intelligent sur un matériel pour de la reconnaissance documentaire, pour du classement automatique, pour du rattachement au bon patient. Ça aussi, c'est un point extrêmement important. Alors, bon patient par rapport au côté médical du patient, c'est-à-dire son numéro d'identification de patient qui fait qu'il a peut-être déjà un passage précédent et donc des documents qui ont été constitués, mais également son numéro social, c'est-à-dire de rattachement à la sécurité sociale et son lien avec une mutuelle, de façon à avoir un parcours structuré complètement par rapport à ces éléments-là. Donc voilà, c'est vraiment à ce stade qu'effectivement, il faut envisager le démarrage. Pourquoi? Parce que derrière, c'est ce qu'on disait, la réduction du temps, des erreurs aussi. Et puis, c'est aussi, et ça, je pense que je vais juste le placer là, parce qu'on l'oublie trop souvent, donner aux agents d'accueil, pas nécessairement le vigile qu'a croisé Aline à l'arrivée, mais aux agents d'accueil, une fonction qui soit un peu plus large et un peu plus montée en compétence par rapport à ce problème-là de conformité et de traçabilité des passages administratifs. Donc ça aussi, je pense que c'est un point important. L'entrée, pour rebondir sur ce que tu disais, hein, l'entrée des documents, on peut se faire de plusieurs manières, effectivement. En pré-rendez-vous,
la possibilité de fournir les documents, en tout cas les documents essentiels avant le rendez-vous. C'est souvent le cas, hein, y compris les documents de type carte vitale ou carte mutuelle. Mais et c'est pour ça que j'ai raconté cette anecdote-là en particulier, hein, dans les établissements de santé, tous les cas de figure se présentent. Donc, il n'y a pas que des rendez-vous, il y a aussi des gens qui viennent et qui passent par les urgences, par exemple, ou des gens qui viennent sans rendez-vous et qui ont cette possibilité de pouvoir être intégrés. Et eux, par contre, amènent leurs documents. Donc, le fait de pouvoir intégrer très facilement, très simplement, sans pour autant surcharger le travail du personnel accueillant, parce que je le disais, et il faut quand même le noter, c'est que leur rôle n'est pas seulement administratif. Ça devrait l'être, mais il n'est pas seulement administratif. Ces personnes-là doivent jongler avec des gens qui ne sont pas contents de ne pas avoir eu de rendez-vous, pas contents d'avoir un médecin qui n'est pas là et qu'on ne les a pas venus parce que ça existe aussi. Un médecin qui tombe malade, ça existe aussi. Un médecin qui a une urgence aussi, ça existe. Tous ces cas de figure-là sont à prendre en compte dans la manière dont on accueille le patient. Et le fait de mettre une bonne chaîne d'acquisition en place qui va suivre effectivement de manière administrative le patient, je dirais que c'est des bénéfices à la fois pour le patient, parce que le patient est certain que tout est mis en place pour le soigner, et pour le secrétariat, parce qu'on ne va pas rentrer dans une discussion agressive de je vous l'ai déjà donné, j'ai oublié, ou est-ce que c'est vraiment nécessaire? On ne devrait pas rentrer dans ce type de discussion. Donc, il y a plusieurs, effectivement, méthodes, et tous les cas de figure doivent être analysés au moment de l'entrée du patient dans l'établissement. L'entrée de ces documents-là est primordiale, quel que soit le canal, j'allais dire, qu'il soit totalement électronique. On le voit aujourd'hui, hein, la sécurité sociale fait déjà des tests sur la carte vitale électronique, mais également de manière physique. Voilà, l'entrée de ces documents de manière physique sur une chaîne de numérisation qui est relativement simple, hein, il n'est pas nécessairement obligé que ce soit très complexe, surtout au moment de l'entrée, mais ce qui est important, c'est d'avoir toutes les pièces pour gérer le dossier par la suite. Parce que tu as avec ça, au-delà de ce que tu évoquais, et sur la continuité documentaire dont on parlait, de la sécurisation, y compris économique pour l'hôpital. Après tout, on le sait, hein, l'hôpital a besoin de sous aussi, et on n'est pas non plus, voilà, on est citoyen, on le sait. Dans ton anecdote, on peut imaginer que tu es passé au final à travers la problématique de la comptabilité, et donc que ton passage n'a pas été enregistré, et donc les soins que tu as reçus, heureusement, mais au final n'ont pas fait l'objet d'une facturation quelconque. Donc voilà, donc ça c'est de la pertes et profits pure et dure, et qui, à mon avis, malheureusement, il y a d'autres cas dans la même situation. Et puis c'est aussi de l'auditabilité de contrôle. L'hôpital fait aussi partie d'un univers extrêmement encadré, notamment parce que toutes les données qu'il gère sont des données sensibles. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur le RGPD, hein, je pense que voilà, tout le monde est bien au courant de tout ça, mais ça veut dire que ce type de système fait aussi partie d'un périmètre auditable lorsqu'il y a l'agence de santé qui vient auditer, que ce soit les ARS, hein, l'agence régionale de santé, qui là aussi pose un certain nombre de questions, notamment sur le côté économique, puisque ça fait partie également de leur mission. La CNIL aussi, hein, où on lit tous au quotidien des informations émanant de la CNIL qui génèrent des courriers, menaces d'amende, y compris un certain nombre dans le secteur hospitalier, d'institutions hospitalières, quelles qu'elles soient, considérant que les données personnelles du patient, et après tout le numéro de sécurité sociale, le RIB bancaire, les éléments de facturation sont aussi des données sensibles. Il y a bien sûr les données médicales, mais il y a aussi toutes ces données-là, et qu'ils considèrent parfois que c'est insuffisamment sécurisé. Je vais reprendre l'exemple d'Aline tout à l'heure, qui disait pour ne pas passer 1h30 à la facturation, quand on a déjà passé une demi-journée sur une chaise en plastique pour attendre le rendez-vous, qu'on a mal à la tête, qu'on n'est pas bien, qu'on a envie de rentrer chez soi. Donc, si on peut éviter 1h30 de nouveau, on le fait tous. Sauf que les photocopies
qui ont été faites d'après les documents qu'Aline a remis à la personne qui a fait cette action-là, une fois que ces photocopies ont été traitées, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles ont été jetées, elles Voilà. sont classées, elles sont laissées en pile quelque part. En termes de sécurité, on a aussi un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pense pas jusqu'au bout. Alors, on refait de la copie pour donner du temps et laisser le patient, la patiente en l'occurrence, rentrer chez elle. On ne peut qu'applaudir. Enfin, je veux dire, on aurait tous dit oui, au contraire. Enfin, voilà, on aurait même fait les photocopies soi-même si on avait pu. Voilà. Mais le papier, il est devenu quoi après? Moi, je pose la question, c'est-à-dire, j'espère qu'il a été détruit dans des conditions de sécurité, parce que je pense que dans ce que tu as donné, tu as ta carte mutuelle, donc tu as tes identifiants, tu as tout ça, ça. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans ce sujet jusqu'au bout, jusqu'à qu'est-ce qu'on fait de ces données-là. Pour poursuivre un petit peu, et d'ailleurs, c'est une bonne transition avec ce que tu disais, Caroline, précédemment. On parle souvent en matière de numérisation simple et de numérisation fidèle, voire fiable. Aline, peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste et puis comment choisir sans forcément détailler type de document par type de document, ce sera trop long, mais… Alors, le terme j'aime bien, est bien choisi, numérisation simple et numérisation fidèle ou fiable. Alors, quand on parle de simple, ça ne veut pas dire simpliste, bien évidemment. Simple, c'est vraiment la possibilité pour le secrétariat de faire rentrer les documents, tous les documents, avec toutes les sécurités possibles et imaginables, sans qu'il y ait trop d'étapes à envisager. La numérisation simple, c'est juste la transformation des documents qu'on amène et qui sont physiques en format électronique, et de manière suffisamment propre pour que tous les documents aillent au bon endroit d'abord, et de manière sécurisée. Je reviens sur mon anecdote. La personne qui prend mes documents et qui va photocopier dans un petit espace, alors parfois c'est pas dans un petit espace, mais ça a un côté assez singulier, parce que cette personne-là, elle est toujours interrompue quand elle fait cette tâche-là, puisqu'il y a beaucoup d'interactions dans un établissement de santé, et possiblement, elle peut oublier de photocopier un document. Elle va s'en apercevoir une fois qu'elle va revenir à sa place. Il va manquer la carte vitale, il va manquer la carte de mutuelle, que sais-je. Ou la prescription médicale si j'en avais une. Voilà. Le fait de prendre l'ensemble de ces documents, de les rattacher à un identifiant qui est déjà existant, ou d'en créer un en face à face avec le patient, c'est à la fois la certitude de prendre en compte toutes les pièces, d'indiquer éventuellement au patient qu'il en manque une, et de rassurer le patient sur le fait que voilà, on va passer à l'étape suivante et que le soin va être prodigué. Donc la numérisation simple, c'est simplement un dialogue engagé avec le secrétariat qui va transformer les documents qu'on va lui remettre et qui nous demande en format électronique. Alors, le document que Fabien vient d'afficher illustre à la fois une chaîne de numérisation simple et une chaîne de numérisation fidèle, fiable. Toutes les étapes qui sont décrites ici, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais toutes les étapes ne sont pas visibles par la personne qui engage la numérisation de ces documents-là. Il y a plein de tâches qui sont en fond, j'allais dire, notamment toute la partie possiblement indexation, validation, du moins à partir du secrétariat. On pourrait envisager donc de simplement rattacher les documents patients communiqués à l'IPP pour être intégrés dans le dossier patient, pour être ensuite catégorisé pour s'assurer que le dossier est bien complet, qui va poursuivre un circuit administratif classique et standard. Les seules choses qui sont à prendre en charge par le secrétariat, j'allais dire, c'est la récupération des pièces physiques, l'insertion dans un périphérique de numérisation et, j'allais dire, presser un bouton pour que la numérisation se fasse, qui est bien ce lien qui est complètement transparent avec l'identifiant et derrière la transmission directe et automatique vers le bon réceptacle. La numérisation fidèle fiable, en fait, et Caroline, tu pourras intervenir également, c'est
en quelque sorte la même chose, simplement en sortie de numérisation, et ça aussi c'est transparent pour le secrétariat, on trace, on donne des indices de traçabilité qui vont permettre de dire que chaque document qui a été numérisé est bien celui qu'on attendait, qu'il est bien conforme, que c'est bien une carte vitale, que je n'ai pas supprimé de document, que je n'en ai pas inséré un qui n'était pas celui qui était prévu. C'est bien le patient que j'ai en face de moi qui m'a donné la carte vitale. À aucun moment de la numérisation, qui que ce soit n'est intervenu pour insérer, enlever un document ou transformer un document. Donc, toute une série d'indices de traçabilité qui vont faire partie de l'envoi dans le réceptacle. Et ce réceptacle-là, si on va jusqu'à copie fidèle, fiable, ça doit être un réceptacle qui est sécurisé, contrôlé en accès, contrôlé en non-modification, j'allais dire, lorsque les documents doivent être ressortis et consultés pour un diagnostic, par exemple. Et toute cette chaîne-là doit être documentée, c'est-à-dire qu'il y a des choses numériques, informatiques, qui sont liées à la chaîne de numérisation, hein, le périphérique, la solution, les indices de traçabilité en sortie et les cachets serveurs, le dépôt, tout ça est informatique. Et après, il y a tout autour de cette chaîne de numérisation une documentation, parce que la fiabilité, la fidélité du document et la fiabilité de la chaîne documentaire se mesurent également dans la description des différentes tâches au moment de la numérisation. Est-ce que c'est envisagé dès l'entrée des documents? J'allais dire que rien ne l'empêche, absolument rien ne l'empêche. C'est quelque chose qu'on peut envisager étape par étape, la mise en place d'une chaîne de numérisation simple qui va tendre vers une numérisation fidèle et fiable, parce que c'est une nécessité au sein des établissements de santé. Et si on pense aux archives que vous avez et que vous ne voulez pas continuer à produire de manière physique, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut envisager de mettre en place. L'un n'empêche pas l'autre et on peut commencer par étapes. Voilà. Oui, ce qui est important et ce que tu as parfaitement décrit, hein, c'est cette notion d'équivalence. C'est-à-dire que quand on est dans la copie fiable, même si on part de documents qui sont encore la majorité des cas sur un support numérique, le fait de pouvoir les numériser dans un système comme celui que tu as décrit, c'est donner une équivalence à ce qui va être numérique au document d'origine, par les éléments que tu as parfaitement décrits, l'horodatage, l'intégrité, et puis cette traçabilité d'étape par étape. Tu parlais d'un volet numérique, d'un volet informatique. Je rajouterais le volet organisationnel. Qui a fait quoi? Qui a été à la manipulation au départ sur la machine? Parce qu'il y a toujours du contrôle qualité aussi, et le contrôle qualité, on le décrète pas comme une tâche numérique. Il y a bien quelqu'un à un moment donné qui va vérifier, alors de manière non pas exhaustive, mais avec un certain nombre de seuils, hein, qui peut être tracé au fur et à mesure, pour s'assurer que le traitement a été fait dans sa totalité, que les métadonnées notamment ont bien... Parce que ce n'est pas seulement le document en lui-même, mais c'est tout son environnement de contexte et donc toutes les métadonnées. C'est là où j'évoquais tout à l'heure aujourd'hui des systèmes qui, en plus, portent des fonctions qui permettent de détecter si le document est un faux. Alors, sur un document papier, on ne le voit pas du tout, ou très peu, parce que souvent, les faussaires font ça très, très bien. Sur un document numérique, sur un faux PDF, on le voit dans les métadonnées du PDF, qui, lui, signale qu'effectivement, le document, à un moment donné, il a été... modifié. Donc ça, c'est super important parce que le système lit aussi ça et donc permet de rejeter au niveau du contrôle qualité le travail qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Après, vous avez tout un ensemble de textes autour de la conformité, copie simple, copie fidèle. Il y a des normes qui décrivent, notamment il y a la norme NF Z42026 qui décrit le process qu'il faut mettre en place. Et tu parlais de documentation, c'est effectivement la fameuse convention de numérisation, qui est en fait une structuration d'une documentation qui est à la fois technique, informatique,
organisationnel et qui permet de donner à voir, si un jour il y a une contestation par rapport à la valeur du document, que le processus de transformation, il a été pensé, pesé, structuré et qu'il est démontrable. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'à l'issue de cette chaîne-là, on peut détruire le papier. Alors là, en l'occurrence, on rend le papier aux patients parce que ce sont essentiellement ces documents. Mais dans l'exemple de l'anecdote d'Aline, qui elle-même a fourni, quand ils ont fait des copies etc., ces documents-là, ces copies-là devraient pouvoir être détruites. Voilà, donc ça, c'est vraiment essentiel. Et surtout, ça sécurise, et ça, je pense que c'est un point essentiel. On est dans la conformité. Et puis, encore une fois, et Aline, tu le disais, on peut arrêter d'alimenter ce stock physique de papier, d'archives, qui souvent, sur les dossiers administratifs, sont des doublons. Ils ont des durées de conservation beaucoup plus courtes que le dossier médical. J'ai vu que dans ta slide, c'est parlé de fonds documentaires avec durée de conservation. Donc, le dossier au bureau des entrées, des documents administratifs, il y a aussi une durée de conservation par rapport à ça, mais largement plus courte. Hein. On est à 5 ans que le dossier médical. Et puis, le fait de pouvoir faire de la copie fiable permet de ne pas garder le papier et donc d'être plutôt dans l'alimentation d'un système d'archivage électronique du type SAE et non pas un entrepôt quelque part dans lequel on continue à stocker du papier. Voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments essentiels. Et aujourd'hui, je pense, Aline, que ça, tu peux en témoigner largement, assez couramment aujourd'hui installé dans beaucoup de centres hospitaliers. C'est clair. Et encore une fois, on peut mettre en place une chaîne de numérisation simple avec un périphérique et la bonne solution, sans démarrer tout de suite sur du fidèle fiable. Cette chaîne de numérisation, si elle est bien pensée et si elle prend en compte tous ces sujets-là, peut évoluer assez facilement et rapidement sans être obligé de changer la chaîne de numérisation en chaîne de numérisation fidèle fiable, donc traçabilité, donc possibilité de destruction du document papier et puis circulation du document électronique très facile pour envisager toute la partie facturation. Donc tout ça peut être géré par étapes. Encore une fois, à condition que, parce que dès qu'on parle de documentation de chaîne de numérisation, voilà, il y a un certain nombre d'interruptions dont j'ai parlé dans mon exemple qui ne doit plus avoir lieu. Quelqu'un ne doit pas aller chercher à faire une photocopie dans une petite salle. Ça doit être quasiment immédiat avec effectivement aucune possibilité d'intervention, quelle qu'elle soit, à la fois du patient comme du secrétariat. Merci beaucoup. Pour poursuivre un petit peu rapidement, parce que malgré tout, l'heure tourne, on a beaucoup de choses à dire. Caroline, est-ce que tu aurais en tête des exemples concrets où des solutions ont été mises en place pour poursuivre cette dématérialisation, numérisation fidèle et fiable notamment, mais pas que, et surtout, quels sont les bénéfices qui ont été observés tout au long du parcours patient grâce à ces solutions ? Alors oui, d'ailleurs tu le disais, le sondage le montrait, il y a quand même une petite moitié des hôpitaux qui se sont penchés de manière assez concrète sur l'amélioration du fonctionnement au niveau documentaire des bureaux des entrées et au côté admission. Donc on voit aujourd'hui, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure idéal, on va dire, notamment pour ceux qui viennent avec des rendez-vous programmés ou des hospitalisations programmées, où effectivement, il y a une sorte de préadmission, une sorte de guichet numérique qui se met en place, qui est complètement dématérialisé, qui est effectivement sécurisé, évidemment, avant l'arrivée du futur patient que l'on est ou du futur soigné que l'on va être. On dépose via un portail tous ces documents en version souvent PDF, voilà. On a d'ailleurs de plus en plus des cartes mutuelles qui nous sont transmises par nos mutuelles de manière numérique. La carte vitale, c'est quelque chose qui va venir. La carte d'identité, on peut l'avoir aussi aujourd'hui en numérique. Donc voilà, donc on est quand même dans ce monde hybride où la bascule est en train de se faire complètement, même s'il y a encore du papier, et on peut encore considérer qu'il y a des personnes pour qui ça ne sera pas une préadmission, mais ça sera au moment de l'arrivée directement au niveau
du centre hospitalier. Donc, la préadmission, ça permet d'anticiper, c'est totalement sécurisé. Tous les contrôles se font de manière automatisée, de complétude, de cohérence, de format, y compris la préindexation des documents, ce qu'évoquait Aline. Donc, toute une partie de la chaîne que l'on voit encore à l'écran par rapport à ton schéma étant anticipée, qui fait que lorsque le patient arrive, on est dans une relation de patient à centre hospitalier et non pas administratif, ce qui est quand même largement différent, y compris dans la charge mentale que ça peut traiter. Et puis, ça permet d'aller jusqu'au bout. Encore une fois, on est sur ce continuum documentaire jusqu'à la facturation. Donc, bénéfice, évidemment, la vision globale, la sécurisation, la continuité documentaire, la sécurisation économique, encore une fois. Et puis, il y a l'autre cas qui est encore dans beaucoup d'endroits où il n'y a pas cette notion de préadmission, ou bien si on vient de manière spontanée, là, on est sur un cas d'usage qui est celui du dossier à l'entrée, où le bureau des entrées devient un peu ce guichet lui-même en prenant en compte tous les documents et déroulant, encore une fois, le traitement documentaire pour aller jusqu'à la facturation, c'est-à-dire vers le service qui va prendre en charge cette partie-là. Donc voilà, donc c'est là-dedans qu'il faut s'inscrire et fonction effectivement des populations, eh bien on peut être en préadmission et aujourd'hui c'est encore ce qui est le plus efficace. Merci beaucoup, Caroline, pour cette réponse efficace et synthétique. Aline, je me retourne vers toi. Plus concrètement, comment Kodak Alaris accompagne les établissements de santé dans leur projet de dématérialisation? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des solutions, de l'accompagnement en termes de conseils éventuellement? Et je vais partager aussi un petit sondage avec nos participants pour mieux comprendre l'équipement dont ils disposent pour leur projet de dématérialisation. Alors, en termes d'accompagnement, c'est d'abord, comme tu l'as souligné, Fabien, c'est vous aider à comprendre ce qui est en place chez vous. Hein. Je reviens encore une fois sur le fait que la plupart d'entre vous ont déjà mis en place des choses qui fonctionnent bien ou moins bien ou pas complètement bien ou comme vous le souhaiteriez. Donc, l'accompagnement se fait d'abord par le conseil, quelque sorte l'état des lieux qui permet de voir dans quelle direction il faut aller. De préférence, quand on met en place, puisque nous, on est des spécialistes de tout ce qui est entrée de documents et extraction de données, de préférence, c'est envisager d'améliorer le processus qui est en place et pas simplement dire on fait de la transformation de documents physiques en papier. Ça pas de sens et vous le faites aujourd'hui et vous le faites très bien, peu importe, j'allais dire le périphérique. L'idée, c'est réellement de vous accompagner dans cette amélioration de processus pour que toute la partie administrative depuis l'entrée jusqu'à la facturation se fasse assez simplement, sans écueil, sans être obligé de revenir, sans être obligé d'embaucher des personnes supplémentaires pour pallier au fait qu'on n'a pas tout pour enregistrer un dossier ou le facturer. Donc, c'est d'abord du conseil. On a des experts chez nous qui sont en capacité de vous aider à faire cet état des lieux et à améliorer vos processus. Ce sont également des chaînes de mettre en place des chaînes de numérisation qui vont du périphérique, scanner documentaire, on ne fait pas du tout d'appareil multifonction pour revenir sur ces sujets-là. Néanmoins, on sait fournir un périphérique qui va permettre de faire cette transformation, mais c'est aussi et surtout des solutions logicielles qui vont permettre d'absorber l'ensemble des documents, qu'ils soient physiques ou électroniques. Hein. Caroline en a longuement parlé sur tous les sujets de préadmission, parce que finalement, les préadmissions comme les choses un peu plus, pas anecdotiques, mais un peu non prévues, doivent être traitées finalement de la même façon. Un établissement de santé a besoin du même type de documents pour prendre en charge un patient et conduire ce patient jusqu'à la facturation des soins. Donc, on vous accompagne dans la mise en place de ces solutions qui permettent à la fois d'intégrer tous les flux documentaires, de procéder à de la
catégorisation de documents pour s'assurer que le dossier est bien complet et de l'extraction d'informations quand c'est nécessaire pour, si on revient sur le processus administratif, pour engager la facturation. Et derrière, on met en place les bons connecteurs qui vont permettre de déverser l'ensemble des documents qui seront là électroniques et des données lorsque on a fait l'extraction des données. Et on vous accompagne sur cette chaîne de numérisation pour la mettre en conformité avec la réglementation et les normes dont a parlé Caroline tout à l'heure, mettre en place les indices de traçabilité, mettre en place les connecteurs automatiques qui vont permettre de ne pas interrompre ce processus-là et vous accompagner dans les bonnes pratiques de mise en place de ces chaînes documentaires. Voilà, donc c'est à la fois un accompagnement d'experts qui est très important avant de mettre en place la chaîne de numérisation, la fourniture de périphériques de numérisation documentaire qui sont importants parce qu'on les restitue au bon format, que ça permet d'avoir une qualité d'image qui fait qu'on va mieux catégoriser, extraire les documents et de mettre en place les bonnes solutions, OCR ou intelligence artificielle, pour à la fois catégoriser, extraire les documents avant de les intégrer dans les bons récipients. Voilà comment nous accompagnons les établissements de santé, quels qu'ils soient, dans ce processus de gestion administrative. Merci Aline. Alors, les résultats du sondage, tout de même, pour le coup, on a une réponse qui se dégage nettement par rapport aux autres. Donc, quels équipements utilisez-vous aujourd'hui pour numériser vos documents? 56% ont recours aux imprimantes multifonctions, les fameux MFP. 32% scanner de bureau, un tiers à peu près. Je ne sais pas aucune de ces solutions. Et 0% pour les scanners de production. Aline, Caroline, est-ce que là encore, ça reflète la réalité du terrain que vous observez? Et surtout, la question vraiment qui nous intéresse, c'est est-ce que ces équipements, donc principalement les MFP, sont suffisants aujourd'hui pour répondre aux usages des professionnels de la santé? Alors, je vais juste démarrer la réponse, mais le MFP, c'est vraiment le matériel le plus couramment utilisé. Donc, ça répond à des besoins ponctuels de garder trace en version copie de tels documents. Mais si on est sur le volet conformité dont on parlait tout à l'heure, et notamment autour du probatoire, on n'y est pas du tout. Le MFT étant, par définition, c'est la nature même de cette machine, une machine partagée, une machine qui réalise un certain nombre de traitements de flux arrivant de sources diverses. On n'est pas du tout sur de la conformité si on veut aller sur la valeur probatoire et pouvoir supprimer le papier. C'est le bon reflet, en fait, de ce qu'on a évoqué au départ, où on a pensé l'action de numérisation sur un volet restreint, à la tâche même première du bureau des entrées, qui est celui de récupérer les données venant du patient. On l'a équipé de MFP. Mais on n'a pas pensé cette tâche-là comme étant la porte d'entrée, ça va bien pour un bureau des entrées, le démarrage, le guichet, pour traiter jusqu'au bout le volet administratif du patient. Si on l'avait pensé de cette façon, on n'aurait pas choisi de MFP, on aurait plutôt choisi des scanners de production, en tous les cas ceux qui embarquent la capacité à faire de la conformité. Donc, c'est malheureusement le reflet des écueils que l'on a évoqués autour de notre webinaire et qui doit nécessiter une transformation dans le choix du matériel. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tous les MFP, c'est pas ça. Mais en tous les cas, pour là où on veut faire de la conformité, il va falloir aller réfléchir à d'autres matériels. Et puis, je dirais du point de vue usage, je reviens sur ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'aller sur un MFP, c'est interrompre un face-à-face avec un patient qui vient de manière enregistrée ou non enregistrée, avec une attente même du secrétariat, parce que l'appareil multifonction, comme le disait Caroline, c'est un appareil partagé qui est censé à la fois numériser et aussi imprimer, et ça veut dire que possiblement il y a plusieurs personnes en même temps qui se présentent devant le MFP. Le fait d'avoir un numériseur dédié, c'est j'interromps pas le dialogue que j'ai avec le patient, donc forcément je vais
plus vite et l'acte d'entrée des documents et du patient dans l'établissement de santé est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et moins anxiogène. Ça, c'est du point de vue de l'usage. Et puis, du point de vue purement informatique, hein, je reviens sur des notions qui sont assez basiques auxquelles on ne pense pas forcément. C'est qu'une carte vitale qui est numérisée sur un appareil multifonction, c'est un petit document perdu dans un grand document, avec possiblement des rayures, parce que la glace, le MFP étant partagé, c'est un peu sali et on ne passe pas son temps à nettoyer la glace d'exposition. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que c'est possiblement des poids de stockage qui sont plus importants que ça devrait l'être. Et parfois pas exploitable en plus. Et parfois pas exploitable, c'est tout à fait exact. Donc la direction informatique n'est pas contente. La possibilité d'extraction d'informations est automatiquement est plus limitée, alors que sur un scanner documentaire, vous avez un document qui est restitué au bon format et qui, par ses algorithmes de traitement de documents, puisque c'est sa fonction première, va permettre d'avoir une qualité d'image exploitable à l'extraction d'informations sans pour autant détériorer la notion de fidélité à l'original qui rentre en considération dans tous les aspects réglementaires. Donc ça, c'est vraiment important. Et alors pour revenir sur le sondage, c'est effectivement ce que nous, on rencontre régulièrement, parce que ça a été mis en place très souvent, parce qu'effectivement, un appareil multifonction offre la possibilité de permettre plusieurs choses, du fax, de l'impression, de la numérisation, mais on s'aperçoit au final, et on aurait peut-être presque pu faire ce sondage-là, que les appareils multifonctions dans les secrétariats, même si on imprime, parce que c'est une des fonctions, parfois sont dans une période donnée de la journée servent uniquement à la numérisation. C'est presque un contresens d'utiliser un périphérique de ce type-là que pour ça, même dans une période courte de la journée. Merci à toutes les deux. Alors, je vous propose, pour conclure, éventuellement, de nous emparer d'une boule de cristal commune, peut-être pour voir un petit peu les perspectives sur le marché, comment vous voyez les choses évoluer, et puis surtout, quels conseils vous pourriez donner aux professionnels de santé qui souhaitent du coup faire évoluer la situation a priori dans le bon sens et donc lancer des projets de dématérialisation. Bah, écoute, je vais commencer, puis je vais essayer de faire court, parce que je vois que l'heure tourne. S'il y a une chose à retenir de tout ce qu'on a dit, c'est penser vraiment le traitement documentaire comme un parcours. On a pensé le parcours du patient, c'est très bien et c'est parfait. Il faut penser la même chose pour le côté administratif. C'est pas une tâche par tâche, service par service. Ça va permettre effectivement de pouvoir traiter l'information au départ et nourrir tout le système jusqu'à son terme. Donc voilà, c'est vraiment la recommandation que je ferai, d'autant plus que vos directions informatiques, vos IT, je ne sais pas comment vous les appelez, sont en train de regarder avec beaucoup de curiosité l'intelligence artificielle, en disant mais ça va nous simplifier la vie, ça va prendre plein de choses. Oui, mais si le parcours de numérisation lui-même, il n'est pas structuré et avec les bons matériels, on pourra toujours mettre de l'intelligence artificielle. Le résultat, il sera pauvre, il ne sera pas au rendez-vous et ça amènera effectivement du déceptif fortement par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est un autre argument pour dire qu'il faut être vraiment dans la réflexion et la structuration complète au niveau du dossier administratif. Et pour rebondir sur ce que tu dis, pour le coup, donc l'état des lieux de ce que vous avez mis en place est très important parce que tout ce qu'on a dit n'est pas forcément quelque chose que vous n'avez pas encore chez vous, mais qui n'est pas effectivement, comme le dit Caroline, pensé comme un parcours. Donc, avant de se précipiter à acheter soit un appareil multifonction, soit même un scanner de production, je pense que l'idée, c'est vraiment où est-ce que j'en suis de ce parcours-là, où est-ce que je veux aller, comment utiliser les améliorations qui arrivent, que sont d'une part les possibilités qu'offre la sécurité sociale avec la carte vitale électronique et les mutuelles avec leur carte électronique, mais également toutes les solutions effectivement qui arrivent, que représente l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle
pas bien mis en place, ça fait beaucoup d'investissements, beaucoup de personnel et technique pour un résultat qui n'est pas à la hauteur, alors que ces solutions-là sont apporteurs de beaucoup d'améliorations lorsqu'on y a réfléchi au préalable. Donc, un état des lieux, le conseil, c'est très important de vous précipiter à mettre en place quelque chose parce qu'il faut le mettre en place et penser effectivement parcours patient dans sa globalité et pas un bout après un autre. Voilà. Merci à toutes les deux. Alors, ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on parle ensemble, mais néanmoins, si certains participants ont des questions, on va prendre un tout petit peu de temps pour y répondre, bien entendu. On en a une qui était arrivée pendant la présentation. Certains scanners détectent-ils la conformité des documents vrai, entre guillemets, carte nationale d'identité, vrai passeport, etc. Ou est-ce systématiquement la personne qui fait le scan qui doit vérifier la véracité du document? Alors, j'allais dire que tout le monde n'est pas capable de dire si une carte d'identité est bonne ou pas, hein. Il m'arrive même des fois d'en regarder et de ne pas détecter qu'elles ne sont pas bonnes. Donc, donner cette responsabilité-là au secrétariat, ça me paraît un petit peu lourd, entre guillemets. Ils ont beaucoup à faire, y compris à gérer l'anxiété des gens qui arrivent. Non, il y a… Alors, ce ne sont pas forcément les scanners qui détectent à proprement parler, mais c'est la conjonction de la transformation de ce document numérique et d'une solution qui va interroger effectivement la bonne base pour dire cette carte d'identité, elle est bien constituée, enfin son numéro est bien constitué du nombre de digitalisations qui constituent une vraie carte d'identité, et on peut aller jusqu'à la vérification de l'existence de cette carte d'identité. Donc c'est une conjonction des deux. Il n'y a pas, quel que soit le sujet, je pense, en termes de contrôle de documents, une solution miracle, un périphérique qui fait tout, ou une solution qui fait tout. C'est souvent la conjonction de tout ça, y compris l'intervention humaine, à savoir la personne qui va intégrer le document, que ce soit le patient en électronique ou le secrétariat qui va numériser le document et permettre la reconnaissance de la bonne, de la véracité de la pièce en question. Voilà. Super, et écoutez, merci beaucoup. Pas d'autres questions qui se sont manifestées, des commentaires positifs pour nous remercier pour cette expertise partagée. Donc, merci à vous également de nous avoir suivis pendant un peu plus d'1 heure. Merci Aline et Caroline pour votre participation et pour tous ces conseils, cette expertise. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientot. Au revoir. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Merci.